Dans le cadre de la formation master en didactique, cette vidéo est une introduction à la matière sémiotique de la culture, activité 2, une explication du schéma de Roman Jakobson et de Kerbra Orchioni. 1. Schéma de Jakobson. Le langage étant une résultante plus complexe que la langue, comme nous l'avions vu dans la vidéo précédente, il doit donc impliquer une multitude de fonctions relatives au contexte et à la sémiotique. Le schéma de Jakobson a réussi à faire le lien entre l'allocution en tant qu'acte linguistique et l'ensemble des dimensions qui font d'elle un message entier. Il les a appelées alors les fonctions du langage. Elles sont 6 fonctions disposées dans un cadre basé sur un schéma fait d'un émetteur, un récepteur et un contexte. Le schéma suppose 2 agents de la communication, un destinateur qui envoie le message et un destinataire qui est censé le recevoir. Pour mieux comprendre, nous allons considérer un exemple pratique. L'enseignant A demande à l'étudiant B ce qu'il fait à chercher dans son cartable au cours de l'examen. Le message requiert un contexte auquel il renvoie, donc le message n'aurait de sens équivalent dans un contexte différent. C'est-à-dire que si A aurait demandé à B ce qu'il faisait à chercher dans son cartable durant un cours ou en dehors de la classe, ça sera un contexte différent, donc une sémiotique différente. 1. La fonction fatigue. Un contact premier oblige une attraction de l'attention du destinataire, ce qui réside dans la fonction fatigue qui se concrétise dans le fait que l'effet que procure l'orientation du message de A à B. Parfois, cette fonction est remplie d'une façon spontanée à travers la sonorité du message ou par une interjonction comme « et » ou un appel par le nom du destinataire. 2. La fonction référentielle. Ce contexte implique un référent, soit une terminologie propre au contexte. C'est-à-dire que A ne pourrait dire à B « Que cherches-tu dans ton rouge à lèvres ?» Le rouge à lèvres étant un propre de l'étudiante féminin, alors que B est un étudiant masculin. Le rouge à lèvres n'étant également pas un ustensile où on pourrait cacher quelque chose. Soit on ne peut pas exprimer la chose cartable par le signe rouge à lèvres. Si A utiliserait le signe rouge à lèvres au lieu du signe cartable, il faillirait à la fonction référentielle du message, ce qui oblige à utiliser le signifiant conventionnel à l'ustensile, chose ou signifié cartable, qui est le sac où on met ses affaires scolaires. 3. La fonction métalinguistique. Le message fait appel aussi à un code qui demande une fonction métalinguistique. C'est-à-dire que la question « Que cherches-tu dans ton cartable ?» demande un pronom interrogatif « que » suivi par un verbe chercher conjugué avec la deuxième personne du singulier « tu » suivi par un complément circonstanciel « dans ton cartable ». La question doit être formulée ainsi selon un ordre syntaxique de la langue, ce qui remplit la fonction métalinguistique du message. 4. La fonction expressive. Elle traduit l'expression du destinateur à travers un ensemble d'indices qui font apparaître l'émotion de ce premier. Dans le contexte de notre exemple, A disant à B « Que cherches-tu dans ton cartable ?» d'un ton soupçonneux va faire comprendre à B que A ne fait pas que demander. Mais il est en train de douter, voire même de menacer B, qui est en train de faire une tentative de fraude. 5. La fonction conative. Elle est centrée sur le destinataire, chez qui le destinateur veut faire naître une impression. A veut que B connaisse qu'il doute, c'est-à-dire que A est en train de douter qu'il y a une action de fraude. B, connaissant que le ton et la façon avec lesquels A formule son message portent une sémiotique d'accusation, alors B
Reconnaissant cette sémiotique, il use de la fonction conative du message. Sixièmement, la fonction poétique. Cette fonction suscite l'esthétique du message, ce qui n'est pas forcément une formulation idiomatique ou connotée, mais un choix qui donne à la formule du message une meilleure acceptabilité auprès du destinataire. C'est-à-dire que A, doutant de la fraude de B, va opter pour le choix de la question que celui de l'accusation franche, ce qui n'influe pas sur la portée même du message, mais lui donne une forme plus esthétique, donc plus acceptable. 2. Le schéma de Orchioni. À côté des fonctions de Jacobson, Orchioni avait fait remarquer que la seule focalisation sur le message ne répondait pas entièrement à l'étude axiomatique du langage, ce qui laissait entendre qu'une correction qui tendait plus sur les deux extrémités que sont l'émetteur et le récepteur est indispensable. La détermination psychologique ainsi que les compétences intellectuelles, culturelles et linguistiques sont alors à prendre en compte. Les contraintes de l'environnement, de la communication sont aussi à prendre en compte avec le parallélisme du modèle de la production et celui de l'interprétation. 1. Détermination psychologique. De part et d'autre du message, les deux acteurs que sont l'émetteur et le récepteur doivent être idéalement sur une même longueur d'onde pour une production idéale et une interprétation idéale également. Dans le cadre de notre exemple, si B serait un étudiant qui ne soucierait pas de la sanction, il ne serait pas sensible au ton menaçant de l'allocution de A. Et si A serait un enseignant peu soucieux de la crédibilité de l'examen en question, il ne s'appliquerait pas beaucoup dans l'acte de son message, ce qui lui donnerait moins d'effet par rapport à B. Donc, l'application psychologique de l'émetteur et du récepteur influe sur la sémiotique du message. Par conséquent, une production de la part d'un émetteur peu soucieux de la réception de son message ou un récepteur peu soucieux de l'interprétation du message affecte forcément la sémantique de ce dernier. 2. Compétences linguistiques, idéologiques et culturelles. Dans le cadre de notre exemple, si A dit à B « Diable, que puisses-tu faire avec ton cartable ?» B, n'ayant pas les mêmes compétences linguistiques que A, il ne comprendrait ce que le mot « diable » viendrait dire, viendrait faire aussi dans cette allocution. Il ne comprendrait aussi ce que signifie l'usage du subjonctif. Par conséquent, il n'aurait une bonne interprétation de l'allocution de A, ce qui obligerait A à utiliser une allocution plus abordable par B, à défaut de tomber dans une incompréhension ou une mauvaise interprétation de ses propos. 3. Les contraintes de l'univers du discours. Si nous considérons que A est accompagné dans la surveillance par C, C étant un surveillant sévère, et que ce premier, A, ne voudrait pas que le deuxième, C, ait connaissance que B fait une tentative de fraude. De peur que C, moins indulgent, se précipite à la sanction, A laisserait à B le bénéfice de l'autocorrection. Ce fait serait alors une contrainte qui obligerait A à formuler son allocution autrement. C'est-à-dire qu'au lieu de lui poser la question directe comme il a fait dans le premier exemple, il opterait peut-être pour un geste plus discret ou une allocution moins franche. 4e condition, encodage, modèle de production, et décodage, modèle d'interprétation.
Un message qui remplirait une bonne communication doit faire correspondre le modèle de production à celui de l'interprétation. C'est-à-dire que la locution encodage de A doit avoir en face une interprétation décodage de B qui y correspond le plus possible. Si B va comprendre que la question de A n'est qu'une simple demande, alors c'est que la question censée porter une sémiotique de menace n'a pas été bien interprétée par B, et que le message n'a pas affiché la sémiotique voulue chez le récepteur. Ceci est dû soit à une contrainte dans l'univers de la communication, ou à un écart des compétences linguistiques, idéologiques ou culturelles entre les deux acteurs. En conclusion, nous pouvons dire que le message doit être un discours qui attire l'attention, exprime une émotion à travers un ordre linguistique et une esthétique poétique bien que minime, mais il doit surtout renvoyer à un référent précis pour instaurer une connaissance effet chez le récepteur. Ceci tout en fonctionnant selon une synergie entre compétences des acteurs et leur détermination psychologique, ainsi qu'en prenant en compte les contraintes de l'univers.